Oui, donc avec Xavier, on va vous parler des appels à projets ouverts, donc du premier et du deuxième appel. Ça, vous le savez tous, hein, la déclinaison opérationnelle du programme de recherche sous-sol se fait par projet, donc avec un projet gouvernance, et puis un ensemble de projets ciblés. Il y en a 8 qui ont été jugés suffisamment mûrs au moment du lancement de préparation même de la réponse à l'appel à programme de recherche PEPR sous-sol. Donc ça, on en verra 4 par la suite, hein, donc cet après-midi. Il y a aussi 5 chantiers régionaux. Donc on en a vu 4 ce matin. Et puis ce qui était prévu donc, lors de la préparation du programme de recherche, c'était 2 appels à projets ouverts pour un budget d'aide apportée de 19,2 millions d'euros, plus un appel à manifestation avec un budget de 6 millions d'euros. Et donc tout ça a lancé, et puis avec une production derrière donc, qui va durer jusqu'à la fin du premier trimestre 2030. Donc le premier appel à projet ouvert a été lancé fin 2024 avec un budget d'aide apportée de 10 millions d'euros. Avec une contrainte, donc l'aide apportée devait être donc de 800 kg euros, entre 800 kg euros et 1,5 million d'euros par projet. C'était un appel à projet totalement ouvert sur l'ensemble des axes de recherche et des ressources et usages concernés par le sous-sol, par le PEPR sous-sol. Avec cependant dans l'appel à proposition un fléchage sur certaines thématiques prioritaires. Donc l'appel a été lancé en novembre 2024. Nous avons reçu 31 lettres d'intention, hein, donc, qui ont été soumises et qui ont été évaluées donc, par les co-directeurs de programme, donc Olivier Vidal, Xavier Arnaud de Sartre, moi-même, avec le président du comité d'évaluation. Et nous avons sélectionné donc 19 consortiums. Sur les 19, il y en a 18 qui ont soumis un dossier complet. Ces dossiers complets donc, ont été évalués par un jury international de 15 membres, avec à peu près 3 évaluateurs par projet, plus une évaluation externe pour 4 projets. À l'arrivée, donc, 12 sur les 18 projets soumis ont été sélectionnés pour audition. Ils ont reçu donc, une liste de questions transmises par l'ANR. Et puis les auditions ont eu lieu, puis l'ensemble des projets donc, ont été classés en 3 catégories, A, B et C, recommandés pour financement, 3 catégories B, B+, B et B-, donc des projets pouvant être recommandés pour financement, et puis une catégorie C avec des financements non recommandés. À l'arrivée, donc, il a été décidé de financer 7 projets classés A, et puis un projet classé B+. Si on regarde un peu la distribution thématique des lauréats, donc sur surtout des projets en lien avec la thématique des ressources minérales et un peu moins en lien avec les géoénergies. Et c'est surtout le deuxième axe de recherche qui a été financé. Pas rentrer dans le détail, je vais juste lister les 8 projets donc, qui ont été retenus pour financement. Donc, il y en a un qui concerne les systèmes métallogéniques du massif armoricain, porté par l'Université de Rennes. Un autre qui concerne le potentiel en minéraux critiques, qui résulte de l'histoire géologique pré- et post-orogénique Varisque, porté par le CNRS. Un projet porté par Cergy Université, qui concerne les circulations de fluides dans le sous-sol du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, principalement pour l'évaluation de son potentiel géothermique. Un projet sur le workshop exploratoire pour les systèmes souterrains hélium-hydrogène, avec un focus sur les systèmes hélium-azote, porté par le BRGM. Un projet sur l'impact de la dynamique de la lithosphère et des bassins pour l'exploration des ressources énergétiques et du potentiel géologique, donc un projet porté par le CNRS. Un projet sur l'amélioration de la récupération du minerai par flottation grâce à la modélisation du transport réactif de l'échelle atomique à celle du réacteur, projet porté par le BRGM. Un projet sur l'instrumentation des réservoirs de géoressources pour l'analyse, l'innovation et l'implication des citoyens. Et puis un projet donc, sur le rôle du carbone organique dans la formation des ressources des métaux stratégiques, donc un projet porté par le CNRS.
Donc ces 8 projets s'ajoutent aux projets ciblés déjà financés, ainsi qu'aux chantiers. Et puis nous allons lancer là très vite, dans les quelques semaines qui viennent, un deuxième appel à projet ouvert. Donc Xavier. Je vais vous présenter rapidement le deuxième appel à projet. Vous voyez comment il était prévu. On est 10 millions ont à peu près été utilisés sur le premier, un peu plus, 11 millions. Donc il doit rester 8-9 millions sur le second, puisqu'on avait prévu 10 millions par appel. Donc on est toujours sur le même, 8,7. On est toujours sur le même, sur la même ampleur des projets de 800 kg euros à 1,5 million. En fait, vous avez vu que dans les projets acceptés, on est quand même plus près en moyenne de 1,2 million. On avait peur que 800 soit trop gros. Et finalement, les consortiums se sont montés avec toujours le critère de au moins 3 partenaires. Et l'évaluation est comme pour la phase 1 organisée par l'ANR. La différence cependant par rapport à la phase 1, c'est qu'on ne passe plus par l'étape lettre d'intention, qui, vous savez, qui est classique à l'ANR, on fait un 4 pages et puis sur la base du 4 pages, on dit si ça vaut le coup ou pas d'écrire un projet. Là, il n'y a plus parce que ça rallongeait trop les durées. Et le risque est qu'ensuite les projets aient moins de temps pour fonctionner si on prend 6 mois pour cette phase, c'est à peu près ce que ça prend. Donc on enlève cette phase, ce qui veut dire qu'il y a plus de risques pour les porteurs de projets. Il y a du coup un avantage qui est donné à ceux qui sont les recalés B et B- de la phase 1. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller. C'est juste qu'il y aura plus d'étapes où on dira oui, ça vaut le coup que vous mettiez de l'énergie à répondre à ce projet. Voilà, et donc encore une fois, la phase d'évaluation organisée par l'ANR, ce que ça veut dire, le fait qu'on n'a plus l'aide, c'est qu'il n'y a pas de politique scientifique qui est menée par nous. L'ANR va évaluer sur la stricte qualité des dossiers envoyés. C'était notre souhait quand on a écrit le programme, d'avoir des projets ciblés et des projets qui remontent de la communauté et qui donnent lieu à une évaluation scientifique sans notre truchement. On peut dire qu'on a été servi, puisque effectivement on n'intervient pas du tout dans l'évaluation scientifique. Bon, ça c'est pour les éléments de cadrage généraux. Les 3 axes sont les mêmes, mais cette fois-ci on peut resserrer un peu en sachant ce qui a été financé dans la première, à la suite du premier APR. Donc sur l'axe 1, on a le lien entre modèle numérique et dimension sociale et environnementale qui est forte. Donc les modèles, ok, mais quel coût environnemental et quels leviers sociaux sur ces modèles, quelle réalité sociale sur ces modèles. Deuxième point sur l'emboîtement d'échelle des scénarios, essayer d'aller sur des échelles plus petites. Alors la géographie dirait plus grande, mais enfin vous comprenez, l'échelle régionale, au lieu d'être sur de l'échelle nationale ou internationale. Prise en compte de l'hétérogénéité des territoires, baisser la maille globalement, et puis relier ça à des dimensions nationales et internationales. Et c'est la troisième dimension qui est nouvelle dans cet appel, par contre, par rapport au précédent, sur les stratégies nationales et internationales d'échange de matières premières et de produits finis et de sécurisation des approvisionnements. Le PEPR sous-sol s'est fait rattraper par l'actualité, et donc il y a une réflexion à mener sur les stratégies de sécurisation d'approvisionnement qui font l'actu quasi quotidienne en ce moment. L'axe 2, donc là, c'est l'axe connaissance des milieux. Et là, vous voyez, c'est de la connaissance, mais pas pour de l'inventaire, mais de la connaissance. S'il y a de nouvelles approches méthodologiques, conceptuelles, il faut qu'il y ait une dynamique de recherche, des fronts de recherche. Donc ça, c'est le premier. Deuxième, c'est un peu la même chose, développement de solutions innovantes d'imagerie et de traitement géophysique pour détecter et quantifier la géométrie des propriétés et les potentiels en ressources et usages du proche sous-sol sous couverture ou profondément infuse. On redit la même chose dans le premier. Il faut de l'innovation dans la caractérisation. Et puis le troisième point qui était déjà là, développement de nouvelles technologies d'exploitation et de valorisation responsable des ressources minérales et des géoénergies, y compris des outils de simulation avancés pour modéliser les interactions chimiques, thermiques, etc. Donc ça, c'est l'axe 2. L'axe 3, donc celui qui n'a pas été du tout servi au premier appel, parce qu'il n'y a pas du tout eu de candidature. Il y a eu 2 projets
qui rentrait dans cet axe. Et sur les deux, il y en a un qui est allé en phase 2 qui n'a pas déposé. Donc ça a été vite vu. C'est celui qui manquait entre les tentations acceptées et les projets déposés. D'ailleurs, il y avait quelqu'un qui était impliqué dans le consortium qui est là aujourd'hui. Donc c'est pas bien de ne pas avoir déposé. Trois thématiques. Une thématique sur les logiques d'usage du sous-sol et ou de contestation de ces usages. Une thématique qui est plutôt nouvelle et qui nous a été suggérée, impact environnementaux des usages du sous-sol, les processus de contamination, donc comment se fait l'impact environnemental, les impacts sur le vivant, l'analyse des cycles de vie, les stratégies de remédiation, les coûts environnementaux, les approches de modélisation. Et puis un troisième point sur le rôle de l'histoire de l'exploitation du sous-sol dans les processus de décision contemporains quant à son usage. C'est un point où on a remarqué dans un des projets qu'il y avait du fort potentiel de recherche sur ce point-là, avec des communautés qui ne s'étaient pas assez mobilisées. Donc voilà les points qu'on cible plus particulièrement. Et puis évidemment, on peut avoir de nouveaux chantiers. Là, vous avez vu, il y a au moins un projet qui est un chantier, le projet armorique. Ça ressemble à un chantier. On a le projet Hauts-de-France qui peut ressembler aussi à un chantier. Mais vous avez vu dans les présentations ce matin des chantiers, les chantiers sont assez thématisés, ressources aussi, ressources et usages. Donc, s'il y a un chantier, ce n'est pas pour la connaissance d'un territoire qui n'aurait pas été couvert, c'est parce qu'il y a dans ce territoire une thématique qui est particulièrement intéressante. Et regardez bien les usages qui ont été financés, on commence quand même à avoir des thématiques, des usages qui sont bien couverts. Donc peut-être aller sur les usages qui sont moins couverts pour aller sur des chantiers.